La moquette beige, usée par les années et les pas hésitants de nos vies communes, était le témoin silencieux de mon angoisse. Notre maison, une jolie petite demeure de banlieue avec jardin fleuri, cachait un secret bien plus lourd que le poids des hypothèques qui nous écrasaient. Je m'appelle Diane Raymond et j'avais toujours cru que mon mari, Marc, était endetté jusqu'au cou. Cette certitude, un poids sourd et constant, avait transformé notre quotidien en une succession de sacrifices silencieux, de repas frugales et de nuits blanches passées à éplucher les factures. Marc, mon Marc, l'homme que j'aimais pourtant, plus que tout, semblait sombrer dans un silence de plus en plus profond. Un silence que j'interprétais comme le signe de son désespoir face à nos difficultés financières. Notre vie, autrefois joyeuse et insouciante, était devenue une course contre la montre, une lutte incessante pour joindre les deux bouts. L'inquiétude rongeait mon âme, gravant des rides prématurées sur mon visage et un voile de fatigue dans mes yeux. Je me réveillais chaque matin avec cette épée de Damoclès suspendue au-dessus de notre tête, la peur de la saisie, de la ruine, de la perte de tout ce que nous avions construit ensemble. J'avais essayé de parler à Marc, d'aborder le sujet de nos dettes, mais ses réponses vagues et évasives ne faisaient qu'alimenter mes soupçons. Il me parlait de projets, d'opportunités, de contrats en cours, mais ses paroles sonnaient creuses, vides de toute promesse tangible. Puis, vint ce jour-là, un jour ordinaire comme les autres, où je décidai de ranger le sous-sol, une tâche que j'avais reportée indéfiniment. Au milieu de vieilles boîtes poussiéreuses et d'outils oubliés, mon regard fut attiré par une anomalie dans le mur, une légère différence de couleur, une irrégularité subtile qui n'avait jamais attiré mon attention auparavant. Intriguée, je passai ma main sur la surface, découvrant un petit bouton dissimulé derrière une vieille affiche déchirée. Avec une hésitation mêlée d'excitation, je pressai le bouton. Un léger clic, un mécanisme qui grinça, et le mur s'ouvrit, révélant un coffre-fort encastré dans la maçonnerie. L'intérieur du coffre était rempli de liasses de billets de banque, soigneusement rangés et attachés avec des élastiques. Mon cœur battait à tout rompre, une panique froide me glaçant le sang. Je comptais, recomptais, incrédule. 500 000 $, un demi-million de dollars. L'argent, bien plus que ce que nous aurions pu rêver, était là, caché sous nos pieds, dans le secret de notre propre maison. Le choc initial laissa place à la suspicion, à la terreur même. D'où venait cet argent? Marc était-il impliqué dans quelque chose d'illégal? Mon mari, l'homme que j'aimais, était-il un criminel? La tranquillité conjugale que je croyais préserver s'effondra, laissant place à un cauchemar de mensonges et de secrets, me forçant à confronter une vérité bien plus sombre que mes pires craintes. L'image idyllique de notre vie de banlieue se transforma en un paysage de doute et de suspicion. Je devais savoir la vérité, même si cette vérité risquait de détruire tout ce que j'avais construit. Avant de continuer, n'oubliez pas d'aimer cet audio et de vous abonner à la chaîne en cliquant sur l'icône qui apparaît dans le coin inférieur droit de votre écran. Et dites-moi dans les commentaires, d'où nous écoutez-vous et que faites-vous en nous écoutant? J'adore savoir avec qui je partage ce moment. Maintenant, revenons au récit. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions contradictoires. La découverte du coffre-fort avait bouleversé mon équilibre, transformant ma vie en un puzzle dont je ne possédais aucune pièce. J'étais tiraillée entre la joie soudaine d'une solution à nos problèmes financiers et la peur profonde de ce que cet argent pouvait cacher. Marc, inconscient de ma découverte, continuait sa vie comme si de rien n'était, son air préoccupé ne trahissant aucun soupçon de la vérité que je détenais. J'avais essayé de trouver des indices, des explications, mais tout semblait plus obscur que jamais. Ces papiers, ces conversations téléphoniques, tout était enveloppé d'un mystère insondable. Un soir, alors que je parcourais à nouveau les liasses de billets, je remarquai un petit carnet dissimulé au fond du coffre. Il était relié en cuir noir, usé par le temps, et son fermoir semblait à peine fonctionnel. Avec des mains tremblantes, je l'ouvris. Les pages étaient remplies d'une écriture fine et élégante, un journal intime. Ce n'était pas l'écriture de Marc. Les premières lignes m'indiquèrent qu'il s'agissait d'un certain Ulysse, un nom qui ne me disait rien. Ulysse racontait son implication dans une affaire douteuse, une sorte de trafic d'objets d'art volés. L'argent du coffre, selon le journal, était le produit de sa dernière opération. Mon cœur s'emballa. Marc était-il complice? Était-il mêlé à ce réseau criminel? La question me hantait sans relâche. Je décidai de parler à Iseult, ma meilleure amie depuis l'enfance. Iseult, une femme forte et pragmatique, avait toujours été ma confidente, mon roc dans les moments difficiles. Je lui racontais tout. La découverte du coffre-fort,
l'argent, le journal d'Ulysse. Elle m'écouta attentivement, son visage exprimant un mélange de surprise et d'inquiétude. Elle me conseilla de ne rien faire de précipité, de prendre le temps de réfléchir et de rassembler des preuves avant d'agir. Elle me proposa également de parler à Ghislain, son mari, un avocat spécialisé en droit pénal, qui pourrait nous conseiller sur la meilleure marche à suivre. Ghislain, après avoir entendu mon récit, m'avoua que l'affaire était extrêmement délicate. Il me conseilla de ne pas toucher à l'argent, de ne pas alerter Marc et de rassembler le plus d'informations possible avant de prendre une décision. Il me demanda une copie du journal d'Ulysse, promettant de l'analyser et de chercher des indices qui pourraient nous aider à identifier les autres personnes impliquées dans cette affaire. Il me fit comprendre que le risque était grand, que nous pouvions nous mettre en danger en essayant de démêler cette situation. Mais il m'assura également qu'il ferait tout son possible pour m'aider. Les semaines qui suivirent furent une période d'attente angoissante. Je vivais dans la peur constante d'être découverte, de voir mon monde s'effondrer. Je surveillais Marc, à la recherche du moindre signe qui pourrait confirmer ou infirmer mes soupçons. Je faisais semblant, de rien, jouant le rôle de l'épouse aimante et dévouée, tout en cherchant désespérément une solution à ce dilemme. Je me sentais déchirée entre mon amour pour Marc et la nécessité de protéger ma famille. J'étais piégée dans un réseau de mensonges et de secrets, un labyrinthe dont je ne voyais pas la sortie. Ghislain appela finalement. Il avait réussi à identifier Ulysse et à tracer ses mouvements. Il avait également découvert que Marc était effectivement impliqué, mais pas de la manière que j'avais imaginée. Marc n'était pas un criminel, mais un homme qui avait secrètement aidé Ulysse à blanchir de l'argent sans jamais comprendre la véritable nature de ses activités. Marc avait été manipulé, utilisé par Ulysse, qui lui avait promis une fortune en échange de son aide. Ulysse, un maître manipulateur, avait profité de la situation financière précaire de Marc pour le piéger dans son réseau. La vérité était bien plus complexe que je ne l'avais imaginé. Elle était aussi bien plus douloureuse. Marc, rongé par la culpabilité et la peur, avait gardé le silence, craignant les conséquences de ses actes. Il avait espéré régler le problème seul, sans impliquer sa famille. Son silence, que j'avais interprété comme un signe de désespoir face à nos dettes, était en réalité un signe de sa culpabilité. La confrontation avec Marc fut difficile, mais nécessaire. Je lui racontais ma découverte, mes peurs, mes suspicions. Il me confessa tout, les larmes aux yeux. Il me demanda pardon pour ses mensonges, pour sa peur de me faire du mal. Il était brisé, anéanti par le poids de son secret. Avec l'aide de Ghislain, nous avons réussi à dénoncer Ulysse aux autorités. L'argent du coffre-fort a été saisi et Ulysse a été arrêté. Marc a collaboré avec la justice et grâce à son témoignage, il a évité une peine de prison. Il a dû payer une amende importante, mais il a pu conserver sa liberté. Notre chemin vers la réconciliation fut long et difficile. Nous avons dû reconstruire notre confiance mutuelle, brisée par les mensonges et les secrets. Nous avons suivi une thérapie de couple qui nous a aidés à communiquer plus ouvertement et à surmonter nos traumatismes. La découverte du coffre-fort, initialement source de terreur, s'est transformée en un catalyseur de notre renaissance. Elle nous a permis de confronter nos peurs, nos faiblesses, et de nous reconstruire ensemble, plus forts et plus unis que jamais. Notre maison, autrefois symbole de nos angoisses, est redevenue un havre de paix, un lieu où l'amour et la confiance ont triomphé des mensonges et des secrets. Nous avons appris à communiquer, à nous soutenir mutuellement et à faire face aux difficultés de la vie ensemble. Et même si les cicatrices du passé restent, elles nous rappellent la force de notre amour et la valeur de la vérité. Aujourd'hui, le jardin fleuri est plus vibrant que jamais, un reflet de la renaissance de notre couple. Les roses grimpantes, autrefois négligées dans notre tourmente, s'épanouissent avec une luxuriance nouvelle, symbole de notre amour retrouvé. Marc a retrouvé son sourire, ce sourire qui illuminait autrefois nos journées et qui avait disparu sous le poids de ses secrets. Il est plus présent, plus attentif, plus impliqué dans notre vie familiale. Il a repris son travail, mais, cette fois, avec une conscience nouvelle, une détermination à bâtir un avenir honnête et transparent. La peur et la culpabilité persistent encore parfois dans ses yeux, mais elles sont désormais tempérées par l'espoir et l'amour. Quant à moi, j'ai appris à me faire confiance, à écouter mon intuition, à ne plus douter de moi-même. La découverte du coffre-fort a été une épreuve terrible, mais elle m'a aussi permis de me découvrir, de découvrir ma force intérieure, ma capacité à surmonter les obstacles. J'ai appris à gérer mes angoisses, à me libérer du poids des soucis financiers qui m'avaient écrasée pendant si longtemps.
Je me suis inscrite à des cours de peinture, une passion que j'avais abandonnée faute de temps et d'énergie. Les couleurs vives de mes toiles sont maintenant un reflet de ma nouvelle vie, une vie remplie de lumière et d'espoir. Nous avons décidé de déménager. Notre maison, malgré sa beauté, était trop chargée de souvenirs douloureux. Nous avons trouvé une petite maison de campagne, plus modeste mais plus chaleureuse, un nouveau départ dans un environnement plus paisible. Les murs de notre nouvelle maison ne portent pas le poids des secrets du passé. Ils sont remplis de l'énergie positive de notre amour retrouvé. Iseult et Ghislain sont devenus nos amis les plus proches, nos confidents, nos piliers dans cette nouvelle étape de notre vie. Ils nous ont soutenus, nous ont guidés et nous ont aidés à reconstruire notre vie. Leur amitié, un cadeau précieux, nous accompagne dans ce nouveau chapitre, un chapitre rempli de promesses et d'un avenir radieux. Cependant, notre nouvelle vie n'était pas exempte de difficultés. Le poids du passé, même atténué, continuait de planer sur nous. Les cauchemars revenaient, me ramenant brutalement à la découverte du coffre-fort, à la peur et à l'incertitude qui avaient envahi ma vie. Marc, bien que sincèrement repentant, était hanté par la culpabilité. Son silence, autrefois source de suspicion, était désormais remplacé par une timidité maladive, une peur de me blesser à nouveau. Nos conversations, même les plus anodines, étaient parfois interrompues par des silences pesants, des silences chargés d'une émotion contenue. La reconstruction de notre confiance mutuelle était un travail de longue haleine, un chemin semé d'embûches. Il y avait des jours où je me sentais submergée par le doute, où les souvenirs douloureux ressurgissaient avec une force inattendue. Il y avait des jours où je me demandais si nous allions réellement réussir à surmonter cette épreuve, si notre amour serait assez fort pour résister à la tempête. Marc, lui aussi, lutta contre ses démons intérieurs. Il avait du mal à s'intégrer dans sa nouvelle vie, à trouver sa place dans ce nouveau monde qu'il avait contribué à créer. Le poids de ses erreurs passées, même après sa confession et sa collaboration avec la justice, continuait à le hanter. Nos amis, Iseult et Ghislain, étaient toujours là pour nous soutenir. Ils nous offraient leur aide, leur écoute, leur amitié inconditionnelle. Mais même leur présence réconfortante ne pouvait effacer complètement les cicatrices du passé. Nous avions besoin de temps, de patience, de compréhension mutuelle pour guérir complètement. La route vers la sérénité était encore longue, parsemée de défis à relever, d'obstacles à surmonter. Mais cette fois, nous étions, ensemble, unis par un amour éprouvé, prêts à affronter l'avenir, quel qu'il soit, ensemble. Un soir, alors que nous étions assis sur notre terrasse, observant le coucher de soleil sur les champs verdoyants, Marc me confia un nouveau secret. Il avait reçu une lettre d'un avocat représentant un certain Antoine Dubois, un homme qu'il avait rencontré par l'intermédiaire d'Ulysse. Antoine Dubois réclamait une somme importante d'argent, menaçant de révéler des informations compromettantes à la justice si Marc ne lui versait pas cette somme. La peur se lisait à nouveau sur le visage de Marc, une peur qui me transperçait le cœur. Il ne m'avait rien dit plus tôt, craignant de raviver mes angoisses, de me faire à nouveau souffrir. Cette nouvelle menace relançait nos doutes, nos peurs. La sérénité que nous avions tant de mal à construire semblait s'effondrer à nouveau. Nous nous sommes tournés vers Ghislain, qui a étudié attentivement la lettre. Il a confirmé que la menace était réelle, que Antoine Dubois était un individu dangereux, lié à des réseaux criminels. La situation était complexe, dangereuse, et nous nous sentions impuissants face à cette nouvelle menace. Ghislain nous a conseillé de ne pas céder au chantage, de porter plainte, mais le risque était grand. Antoine Dubois disposait de preuves, de documents compromettants, et il n'hésiterait pas à les utiliser. Nous avons passé des nuits blanches, à discuter, à débattre, à essayer de trouver une solution. La peur de perdre tout ce que nous avions reconstruit nous rongeait. Marc était désemparé, se sentant responsable de cette nouvelle situation. J'ai essayé de le rassurer, de le soutenir, de lui rappeler que nous allions surmonter cette épreuve comme nous avions surmonté les précédentes. Mais la peur était là, sournoise, persistante, nous rappelant que le passé ne nous avait pas encore complètement lâchés. Le chemin vers la réconciliation était plus long et plus ardu que nous l'avions imaginé. Nous étions à nouveau confrontés à un défi majeur, un défi qui menaçait de détruire tout ce que nous avions si durement reconstruit. Ghislain, après plusieurs jours d'investigation discrète, nous apporta une lueur d'espoir. Il avait découvert que Antoine Dubois était un escroc, un maître du chantage, qui utilisait des informations volées pour extorquer de l'argent à ses victimes. Il avait un passé criminel conséquent et ses méthodes étaient impitoyables. Cependant, Ghislain avait également trouvé une faille dans son système. Dubois avait besoin de preuves concrètes pour appuyer ses menaces,
et ces preuves étaient stockées dans un coffre-fort, situé dans un lieu précis que Ghislain avait réussi à identifier. La solution, aussi risquée qu'elle puisse paraître, était de récupérer ces preuves avant que Dubois ne puisse les utiliser. Il s'agissait d'une opération délicate, requérant une planification minutieuse et une exécution parfaite. Ghislain nous a expliqué le plan. Marc et moi irions récupérer les preuves pendant que Ghislain distrairait Dubois. Le risque était immense, mais la récompense en valait la peine. La liberté de Marc, notre sérénité future, dépendait du succès de cette opération. L'angoisse était palpable, la tension à son comble. Nous avons passé des heures à répéter le plan, à anticiper les imprévus, à visualiser chaque étape de l'opération. Marc, malgré sa peur, était déterminé. Il voulait enfin mettre fin à ce cauchemar, à ce cycle de mensonges et de menaces qui empoisonnait notre vie. J'étais à ses côtés, lui apportant mon soutien, ma force, ma confiance. Nous nous sommes préparés mentalement, nous sommes concentrés, nous nous sommes unis dans une détermination commune à surmonter cet ultime obstacle. Le moment était venu d'affronter nos peurs, de faire face à Antoine Dubois et de récupérer notre avenir. La nuit était tombée, un voile d'ombre enveloppant la ville. Nous nous sommes rendus au lieu indiqué par Ghislain, le cœur battant à tout rompre. L'endroit était isolé, une vieille usine désaffectée, son silence oppressant amplifiant notre anxiété. Marc, les mains moites, tenait un petit pied de biche, son seul outil pour forcer le coffre-fort. Je restais à ses côtés, le tenant par la main, lui transmettant ma force, mon courage. L'attente était insoutenable, les secondes s'étirant à l'infini. Puis nous avons entendu une voiture s'approcher. Ghislain nous avait prévenu qu'il pourrait y avoir un retard. Mais ce retard, ce délai imprévu, amplifiait notre tension. Qui était cette personne? Était-ce Dubois? Ou un de ses complices? L'incertitude nous paralysait presque. Marc serra ma main plus fort, son regard exprimant une peur mêlée de détermination. Nous devions agir vite avant qu'il ne soit trop tard. Nous avons réussi à pénétrer dans l'usine, à localiser le coffre-fort grâce aux indications de Ghislain. Marc força la serrure, ses mouvements précis et rapides, guidés par une tension extrême. Le coffre s'ouvrit, révélant les preuves que Dubois avait utilisées pour faire chanter Marc. Des documents falsifiés, des photos compromettantes, des enregistrements audio. Nous avons récupéré toutes les preuves, les rangeant soigneusement dans un sac. Nous avons quitté l'usine, le cœur battant, la tension ne nous quittant qu'une fois à l'abri dans notre voiture. Nous savions que nous avions franchi une étape importante, mais le danger n'était pas encore complètement écarté. Dubois était un homme dangereux, et il ne se laisserait pas faire sans réagir. Le lendemain matin, nous avons remis les preuves à Ghislain. Il a immédiatement contacté la police, déposant une plainte officielle contre Antoine Dubois pour chantage et extorsion. L'arrestation de Dubois a été rapide et efficace grâce aux informations fournies par Ghislain et aux preuves que nous avions récupérées. Un sentiment de soulagement immense nous envahit, un poids immense se levant de nos épaules. Nous avions réussi à mettre fin à ce cauchemar, à neutraliser la menace qui planait sur nos vies. Cependant, l'affaire n'était pas totalement terminée. L'enquête policière se poursuivait, tentant de démanteler le réseau criminel, auquel Dubois appartenait. Marc a été appelé à témoigner, racontant son histoire, sa rencontre avec Dubois, le chantage dont il avait été victime. Il a témoigné avec courage, avec honnêteté, mettant fin à des années de silence et de peur. Son témoignage a été crucial pour l'enquête, permettant aux autorités de démanteler une partie importante du réseau criminel. La pression médiatique était forte. L'affaire Dubois avait pris une ampleur inattendue, devenant un sujet d'actualité. Notre vie privée, que nous avions tant lutté pour protéger, était soudainement exposée à la lumière publique. Nous avons reçu des appels téléphoniques anonymes, des menaces indirectes, des pressions de toutes sortes. La peur est revenue, plus sournoise, plus insidieuse, nous rappelant que la lutte n'était pas encore terminée. Nous nous sommes réfugiés dans notre maison de campagne, cherchant refuge dans notre intimité, nous soutenant mutuellement, nous protégeant du monde extérieur. La sérénité que nous avions entrevue semblait à nouveau s'éloigner, menacée par les conséquences imprévisibles de nos actions. Un soir, alors que nous étions tranquillement installés devant la cheminée, une voiture s'est arrêtée brusquement devant notre maison. Des hommes en noir, visage impassible, sont sortis de la voiture. Ils étaient là pour nous protéger, nous avait expliqué Ghislain au téléphone quelques minutes plus tôt. Des menaces directes avaient été proférées contre nous,
des menaces suffisamment sérieuses pour nécessiter une protection rapprochée. La peur s'est emparée de moi, une peur plus intense que jamais. Nous étions pris au piège, poursuivis par les conséquences de nos actes, par les ramifications d'une affaire qui nous dépassait. La protection policière était constante, pesante, envahissante. Des agents étaient postés devant notre maison, nous escortant partout où nous allions. Notre vie était devenue une prison dorée, notre liberté restreinte, notre intimité violée. Marc était particulièrement affecté par cette situation, la culpabilité le rongeait de l'intérieur. Il se sentait responsable de notre situation, de cette menace qui planait sur nos têtes. J'ai essayé de le réconforter, de lui rappeler que nous avions fait ce qu'il fallait, que nous avions agi pour notre bien, pour notre avenir. Mais la peur était omniprésente, une ombre menaçante qui nous suivait partout. Nous vivions dans l'attente constante d'un événement tragique, d'une confrontation violente. Chaque son, chaque bruit nous faisait sursauter, nous rappelant la réalité du danger. La sérénité que nous avions espérée était loin, remplacée par une angoisse constante, une tension permanente. Nous étions au cœur d'un conflit que nous n'avions pas choisi, un conflit qui mettait notre vie en danger. Le climax de cette épreuve se rapprochait et nous étions impuissants face à la force des événements. Puis, un matin, tout a basculé. Alors que nous prenions notre petit déjeuner, une voiture fonça sur le portail de notre propriété, brisant la barrière de sécurité. Des hommes armés, les visages cachés par des cagoules, sont sortis de la voiture, tirant dans toutes les directions. La protection policière a réagi immédiatement. Un échange de coups de feu a éclaté, transformant notre havre de paix en un champ de bataille. La terreur nous a saisis, Marc et moi. Nous nous sommes jetés au sol, cherchant refuge sous la table. Les coups de feu se sont succédés, les éclats de verre, les cris. L'horreur était palpable, la peur nous paralysait. Je me suis agrippée à Marc, le protégeant de mon corps, priant pour que cela cesse, pour que nous en sortions vivants. Les minutes se sont écoulées à l'infini, chaque seconde semblant une éternité. Puis, le silence. Un silence lourd, pesant, qui contrastait brutalement avec le chaos qui venait de se dérouler. Lorsque la fumée s'est dissipée, nous avons osé regarder autour de nous. Des policiers étaient partout, certains blessés, d'autres maîtrisant les assaillants. Marc était indemne, mais j'avais une profonde blessure à la jambe. Les assaillants avaient été arrêtés, mais le choc était immense. Nous avions survécu, mais l'expérience avait été traumatisante, laissant des cicatrices profondes, à la fois physiques et psychologiques. Nous avions été confrontés à la violence brute, à la mort, et nous en étions sortis vivants, mais marqués à jamais par cette épreuve. Le climax de cette histoire avait été violent, terrible, mais il avait aussi confirmé la force de notre amour, notre capacité à faire face à l'adversité, ensemble. L'hôpital a été un refuge temporaire, un lieu où nous avons pu nous ressourcer, nous soigner, nous reconstruire. Ma blessure à la jambe nécessitait une intervention chirurgicale et j'ai passé plusieurs jours alités, entourée de médecins et d'infirmières. Marc est resté à mes côtés, sans me quitter un seul instant, son amour et son soutien, me donnant la force de surmonter cette épreuve. Nous avons parlé longuement, partageant nos peurs, nos angoisses, nos souvenirs. Ces moments d'intimité, de vulnérabilité partagée ont renforcé notre lien, notre amour. L'enquête policière a révélé que les assaillants étaient liés à Antoine Dubois, que cette attaque était une tentative de vengeance pour notre dénonciation. Ils avaient voulu nous éliminer, nous faire taire à jamais. Leur échec avait été une victoire pour nous, une victoire amère, acquise au prix d'une expérience traumatisante. Dubois, déjà en prison, a été inculpé de tentative de meurtre, sa peine s'allongeant considérablement. Son réseau criminel, démantelé en grande partie, a été frappé un coup fatal. Après notre sortie de l'hôpital, nous avons décidé de quitter la campagne, de nous installer dans un endroit plus sûr, plus discret. La vie dans notre nouvelle maison est différente, plus calme, plus sereine. La peur est toujours présente, mais elle est moins intense, moins envahissante. Nous avons appris à vivre avec les cicatrices du passé, à transformer nos traumatismes en force, en sagesse. Notre amour, forgé dans l'épreuve, est plus fort que jamais. Il a survécu à la tempête, il a résisté à la violence, il a triomphé de la peur. Et c'est cette force, cette résilience, qui nous guide vers un avenir plus serein, un avenir que nous construisons ensemble, main dans la main. Notre nouvelle vie, bien que plus paisible, n'était pas sans ombre. Les cicatrices physiques et émotionnelles de l'attaque étaient toujours présentes. Ma jambe, bien que guérie, me rappelait quotidiennement l'horreur vécue.
Les nuits étaient souvent agitées, hantées par les souvenirs de la fusillade, les cris, les coups de feu. Marc, lui aussi, portait les stigmates de cette épreuve. Le poids de la culpabilité, même atténué, continuait à le hanter. Il avait du mal à se défaire de l'image des hommes armés, de la violence gratuite dont nous avions été victimes. Nous avons suivi une thérapie de couple, une thérapie qui nous a aidés à exprimer nos émotions, à partager nos peurs, à reconstruire notre confiance mutuelle. Le thérapeute nous a aidés à comprendre que la culpabilité de Marc n'était pas justifiée, que nous avions tous les deux été victimes d'une situation qui nous dépassait. Nous avons appris à gérer nos traumatismes, à vivre avec les séquelles de cette expérience, à transformer notre souffrance en force. La justice avait fait son travail. Antoine Dubois et ses complices étaient derrière les barreaux. Mais la paix intérieure restait fragile, précaire. Nous savions que le danger n'était pas totalement écarté, que des individus liés à Dubois pourraient chercher à se venger. La vigilance restait de mise, la prudence nécessaire. Mais nous avions appris à vivre avec cette incertitude, à trouver la force de continuer à avancer, ensemble. Notre amour, éprouvé par le feu, était devenu notre bouclier, notre refuge, notre force. Il était le ciment qui nous unissait, qui nous permettait de faire face à l'avenir, quel qu'il soit. 1 an plus tard, la sérénité s'était installée dans nos vies. La peur n'avait pas totalement disparu, mais elle était devenue une compagne discrète, une ombre lointaine. Nous avions appris à vivre avec elle, à la gérer, à la maîtriser. Notre maison, cachée au cœur d'une forêt paisible, était devenue notre refuge, notre sanctuaire. Les murs épais, les fenêtres protégées, nous offraient un sentiment de sécurité, de tranquillité. Marc avait retrouvé son sourire, son énergie. Il s'était investi dans un nouveau projet professionnel, un projet honnête, loin des ombres du passé. Il était plus serein, plus détendu, plus présent pour moi, pour nous. J'avais repris mes cours de peinture, trouvant dans l'art une forme d'expression, un moyen de sublimer mes émotions, de transformer mes traumatismes en beauté. Mes toiles, autrefois vives et colorées, étaient maintenant empreintes d'une certaine mélancolie, d'une douce nostalgie, mais aussi d'une force nouvelle, d'une résilience retrouvée. Iseult et Ghislain continuaient à être nos piliers, nos amis les plus proches. Ils nous visitaient régulièrement, partageant nos joies, nos peines, nos espoirs. Leur présence était un réconfort, un soutien précieux. Nous avions appris à apprécier les petites choses de la vie, les moments simples, les instants de bonheur partagé. Nous avions appris à savourer chaque instant, à apprécier la beauté du monde qui nous entourait. Le passé était là, indélébile, mais il ne nous définissait plus. Nous avions surmonté l'épreuve, nous avions triomphé de la peur, et nous construisions ensemble un avenir serein, un avenir rempli d'espoir. Un jour, recevant un colis anonyme, la peur a ressurgi, violente et soudaine. À l'intérieur, une seule chose. Une photo de notre maison, notre nouvelle maison, celle où nous pensions être en sécurité. Un message laconique était joint « On ne vous oublie pas ». Le sentiment d'insécurité a immédiatement envahi notre quotidien, nous rappelant que le passé ne nous avait pas complètement lâchés. La sérénité que nous avions tant de mal à construire s'est à nouveau effondrée, remplacée par une anxiété pesante. Marc, bien que plus fort qu'avant, a été profondément affecté par cette nouvelle menace. Il a passé des nuits blanches, hanté par cette image, ce message menaçant. J'ai essayé de le réconforter, de lui rappeler que nous avions déjà surmonté tant d'épreuves, que nous allions réussir à surmonter celle-ci aussi. Mais la peur était là, insidieuse, nous rappelant la fragilité de notre paix retrouvée. Nous avons renforcé les mesures de sécurité autour de la maison, nous avons contacté Ghislain, lui demandant conseil, lui faisant part de nos craintes. Ghislain, avec son expérience et son réseau, a réussi à identifier l'expéditeur du colis. Il s'agissait d'un ancien complice de Dubois, un homme dangereux, déterminé à se venger. La menace était réelle, imminente. Ghislain nous a conseillé de quitter la maison immédiatement, de nous mettre à l'abri jusqu'à ce que la situation soit maîtrisée. Nous avons accepté, comprenant que notre sécurité était en jeu. Nous avons fait nos valises, quitté notre maison, laissant derrière nous notre tranquillité, notre sérénité, notre refuge. Le danger nous rattrapait, et nous devions nous préparer à une nouvelle confrontation. Nous avons passé plusieurs semaines dans un lieu secret, protégé par Ghislain et ses contacts. L'attente était angoissante, l'incertitude pesante. Nous savions que l'ancien complice de Dubois ne nous laisserait pas tranquilles. Ghislain, avec l'aide de la police, a élaboré un plan pour arrêter l'homme et mettre fin à cette menace une fois pour toutes.
Le plan était risqué, mais il était la seule solution pour assurer notre sécurité et notre tranquillité future. Le jour de l'arrestation, nous avons été conduits dans un lieu sûr, à l'écart de tout. Nous avons suivi l'opération à distance, via un écran de surveillance. Voir l'ancien complice de Dubois arrêté, maîtrisé par les forces de l'ordre, a été un immense soulagement. Un poids immense s'est enfin envolé. La peur s'est estompée, remplacée par un sentiment de paix profonde et durable. Après l'arrestation, nous avons pu retourner à notre vie, à notre maison. Mais cette fois, avec une conscience nouvelle, une appréciation plus profonde de la valeur de la sécurité, de la tranquillité. Nous avons renforcé nos mesures de sécurité, mais surtout, nous avons appris à vivre avec la menace latente, à la gérer, à la maîtriser. Notre amour, notre lien, était plus fort que jamais, forgé dans l'épreuve, renforcé par les défis surmontés. Nous avions enfin trouvé la paix, une paix méritée, une paix durement gagnée. La menace était derrière nous, et nous pouvions enfin envisager l'avenir avec sérénité, avec confiance, ensemble. Les mois suivants furent une période de reconstruction, de consolidation. Nous avons repris nos vies, nos habitudes, mais avec une nouvelle perspective, une nouvelle appréciation des choses simples. Notre maison, à nouveau notre havre de paix, était le symbole de notre victoire, de notre résilience. Les souvenirs du passé étaient toujours présents, mais ils étaient désormais intégrés à notre histoire, transformés en leçons de vie, en sources de force. Marc s'est pleinement investi dans son nouveau projet professionnel, trouvant une satisfaction profonde dans son travail honnête et transparent. Il avait enfin trouvé la paix intérieure, la sérénité qu'il avait tant recherchée. Moi aussi, j'ai retrouvé mon équilibre, mon épanouissement. Mes toiles, toujours empreintes de mélancolie, étaient maintenant aussi porteuses d'espoir, de lumière. L'art était devenu mon refuge, mon exutoire, ma manière de transcender la souffrance, de célébrer la vie. Notre amitié avec Iseult et Ghislain s'est renforcée, devenant encore plus précieuse. Ils ont été nos piliers, nos confidents, nos alliés tout au long de cette épreuve. Leur soutien indéfectible nous a permis de surmonter les obstacles, de retrouver notre chemin vers le bonheur. Aujourd'hui, nous savourons chaque instant, nous apprécions la beauté du monde qui nous entoure, nous construisons notre avenir ensemble, unis par un amour plus fort que jamais, un amour qui a résisté à l'épreuve du feu, un amour qui a triomphé de la peur. Le coffre-fort, symbole de nos angoisses passées, n'est plus qu'un mauvais souvenir, un chapitre clos de notre histoire.